Ok, merci Willy. On va faire un petit exercice. On est resté longtemps assis, non? On a un petit prof de sport ici dans la salle qui se connaît un peu, qui a fait un tour au Sénagès. Hein? D'abord, levons-nous d'abord de tout le monde. On va réfléchir tant debout. Hmm? Le temps qu'on trouve notre prof de sport. C'est comment tu veux laisser-moi dormir. Alors, comme tu es là, essaie de nous faire un petit mouvement là qui fait que tout le monde se réveille un peu. On va finir dans bientôt. Hmm? Un petit exercice qui nous aide. Les femmes sont souvent très fortes pour ça. Hein? Il va à Southwest. Là, c'est Northwest. Faites un petit mouvement là. Quand on bouge un peu. Ouais. Ok, je ne sais pas, on se met sur un rang, comme on est sur les tables, pas qu'on va bouger, et puis on tend la main sur l'autre qui est devant nous. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Non, il faut regarder du même direction alors, tout le monde. Monsieur Lyong a dit qu'il faut qu'on nage un peu, donc je vais lui passer le micro. If you are happy and you know, you clap your hands. If you are happy and you know, you clap your hands. If you're happy and you know, then you face will surely show. If you're happy and you know, you clap your hands. If you're happy with the cause, you clap your hands. If you're happy with the cause, you say amen. If you're happy and you know, then your face will surely show. If you're happy and you know, you lift your right. Merci beaucoup. Bon, avant de s'asseoir, on continue juste l'exercice. Hein. Donc, vous marchez juste un peu. Tournez comme ça. Tournez la salle, vous retrouvez votre place. Que chacun fasse ce petit exercice-là. Juste question de se détendre un peu. Non, on ne danse pas. Vous marchez. Marchez seulement. Si vous voulez vous danser en marchant. Pas encore. Pas... Et vous retrouvez votre place. Okay. That's good. Bien. On va donc continuer avec nos exposés d'aujourd'hui. Nous avons le 8 et probablement le 9. Nous allons parler des enjeux, fixation des objectifs. C'est encore presque la même chose qu'on venait de faire tout à l'heure, mais on va plus vraiment s'attarder sur la question. Par contre, nous allons nous attarder sur la formulation des programmes. Parce que vous allez constater, quand vous rentrez dans les manuels, dans les différents manuels, les grandes insuffisances qu'on a notées. Au niveau du manuel PRD, il y a une grande insuffisance au niveau des objectifs.
la formulation des objectifs et du cadrage, comme on l'a fait tout à l'heure avec le... Oui. Exposé, c'était ce qui disait quoi? Il a juste évoqué ça, non? Le dispositif de mise en œuvre, c'est les comités de suivi et autres, tout ça là. C'est de ça qu'on parlait là-bas. Je crois qu'il a évoqué ça quand il était ici tout à l'heure. Il n'est pas rentré dans les détails là. Mais ce n'est pas des trucs compliqués sur lesquels il faut qu'on perde beaucoup de temps. C'est juste le dispositif. Qui fait quoi? Comment on fait pour mettre en œuvre? On suit comment? Et tout ça là. Ce n'est que ça. Moi, je suggère que pendant qu'on est là, qu'on mette l'accent sur les points qui sont un peu compliqués. Un peu comme on l'a fait sur le cadre logique tout à l'heure. Je veux croire que tout le monde a apprécié l'exercice. Hein? Ok. Qu'on mette l'accent sur ce qui est un peu compliqué. Et ce qu'on peut maîtriser facilement avec la lecture, on passe rapidement dessus. Donc, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, quand vous voyez les deux guides, au niveau des plans de développement des communes et communautés urbaines, vous allez vous rendre compte que on parle très peu de programmation, presque pas à l'intérieur, ce qui est un problème. Parce qu'à la fin, quand vous faites le plan, c'est pour pouvoir l'exécuter. À la fin. Et le fait qu'on n'ait pas évoqué cette question, ça fait que pour pouvoir mettre en œuvre vos budgets, ça devient compliqué. Or, le plan devrait vous amener à la programmation. Et dans les éléments de programmation, nous avons les programmes. Vous savez que maintenant, votre budget, il est par programme, non? Pardon? Ah, pas pour tout le monde, c'est vrai. Mais la loi impose que chez tout le monde, ce soit dorénavant par programme. Donc, quand on sort du cadre logique, qui est la planification, on doit tomber directement sur la programmation. Et quand vous allez voir les plans qui sont en cours actuellement, ils ont tous les éléments de programmation parce que ils ont été directement arrimés au budget programme. Donc les PRD sont allés, se sont arrimés au budget programme, mais ils sont allés un peu plus vite en besogne. Vous comprenez ce que j'explique là? Ça veut dire que la partie planification, on n'a pas mis beaucoup d'accent sur ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure là. C'est le même principe que vous allez simplement appliquer. Donc quand vous allez regarder les documents PRD qui sont dehors là, je peux vous en parler parce que moi j'étais dans une équipe où on faisait ça. On a rencontré la difficulté, on a corrigé et on a adapté pour que ça puisse donner. Tous ces documents sur lesquels nous sommes en train de travailler vont être révisés dans un avenir proche. Vous voyez? Mais étant donné que ce sont les éléments qui vont être pris en compte, parce que ce sont les insuffisances qui ont été notées, on vous les présente directement ici. Pour que, il ne faut pas que vous quittez d'ici, vous allez pratiquer, après vous vous rendez compte que j'ai un blocage, je fais comment pour avancer. J'espère qu'on se comprend. Ce qui fait que ici, je vais beaucoup plus m'attarder sur la partie formulation des programmes. Parce que c'est là-bas qui est assez important pour nous. Les questions des objectifs, on en a suffisamment parlé, les enjeux et autres, tout ça va dans le même sens de tout à l'heure. Donc, au niveau des programmes, disons-nous qu'un programme est un regroupement de crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatifs d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme. Quand on est dans les programmes, on n'est plus dans la planification. On vous a dit qu'on avait une chaîne, non? La chaîne, c'était quoi? Planification, programmation, budgétisation, suivi. La planification finit avec le cadre logique. C'est ça le tableau synoptique de planification. Quand vous avez déjà fait votre cadre logique là, vous avez déjà le plan. Quand vos bailleurs de fonds voudront voir qu'est-ce que vous avez prévu, ce sont les cadres logiques là qui vont aller regarder.
Pour ceux qui se frottent avec la notion de projet, vous savez que c'est comme ça que ça se passe, non? Maintenant, la programmation, on rentre déjà sur le plan opérationnel. Dans ce qu'on a planifié là, qu'est-ce qui est prioritaire qu'on peut retenir pour le moyen terme? C'est ça qu'on met dans les programmes. Et au niveau des collectivités, 4 programmes ont été retenus. 4 programmes ont été retenus. Et chacun de ces programmes est présenté aussi sous forme de cadre logique. Donc, il y a ce qu'on appelle les cadres logiques des programmes. Ce qu'on a vu le matin et sur lequel on a fait les exercices, c'est le cadre logique du plan. Ça, c'est le cadre logique d'un programme. On se comprend, non? Vous aurez comme ça, ça c'est la synthèse, le cadre logique synthétique des programmes. Il y a le cadre logique détaillé du programme. Parce que ici, dans le synthétique, vous avez le programme 1, programme 2, programme 3, programme 4. C'est la synthèse des 4 programmes. Maintenant, dans le cadre logique du programme même, vous aurez le programme, vous aurez ses actions, et puis vous aurez ses activités ici en bas. On se comprend? Non, pas les tâches. On se limite aux activités. Souvent. Et parfois, on se limite aux actions. Seulement. Donc, ce qui est intéressant ici, ce sont les différentes colonnes. Les objectifs qui sont là, vous les connaissez déjà parce qu'ils sont déjà définis dans la loi. Pour ceux qui font déjà le budget programme, quelqu'un m'a dit tout à l'heure que ce n'est pas tout le monde qui est déjà la loi. Et il y a plein ici qui restent toujours dans leur histoire de budget des moyens. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas avancer. Alors que le budget programme résout beaucoup de problèmes. Dans tous les cas, ceux qui ont des difficultés, vous me contacter, je vous accompagne. Même le compte administratif, je suis l'expert. Ok. Donc vous avez l'objectif. Les objectifs sont déjà définis dans la loi. Vous avez tous l'arrêté, non? Qui est défini la nomenclature des programmes. Vous notez seulement ça là. Maintenant, vous avez vos indicateurs de performance. Même eux, au niveau du même arrêté, c'est déjà défini. Maintenant, là où les problèmes commencent, c'est au niveau des valeurs de référence. C'est pour ça que je voulais qu'on passe du temps ici. Les valeurs de référence. On nous demande ça, mais quand vous regardez les différents guides, il y a un vide à ce niveau. On ne vous dit pas comment aller prendre ça concrètement. Dans ceux qui ont les PCD qui ont été actualisés, vous allez retrouver à l'intérieur une matrice qui vous donne les valeurs de référence par secteur. Quand on dit valeur de référence, c'est que vous êtes dans un secteur, prenons les exemples les plus faciles qu'on peut avoir. Par exemple, au niveau de l'amélioration des services sociaux de base. Dans les services sociaux de base, nous avons combien de secteurs? Allons-y. On a l'éducation, on a la santé, eau et énergie, on a l'eau particulièrement. On a quoi encore? Eau et énergie, oui. Ils ont mis même l'énergie là-bas. Il y a quoi encore? Les affaires sociales sont aussi là-bas dedans. Le 8 mars aussi est là-bas dedans. Vous me regardez, vous ne voulez pas parler. Hein? Quand il dit le 8 mars, ça veut dire que c'est femme et famille. Hein, vous comprenez, non? Mais, à chaque niveau, parce que là, je suis en train de prendre la matrice du PRD pour vous rappeler les mêmes réalités pour les communes. La seule différence, c'est que vous vous inspirez des compétences qui vous sont transférées. On se comprend? Quand vous faites le PRD, est-ce que l'éducation de base est transférée aux régions? Ce n'est pas une compétence qui leur est transférée, non? Du coup, c'est un secteur qui n'apparaîtra pas ici, dans un plan régional de développement. Vous voyez un exemple, non?
l'enseignement secondaire, est-ce que c'est transféré aux communes? Du coup, c'est un secteur qui ne devrait pas apparaître dans un plan communal, un plan de développement de la commune, n'est-ce pas? Et quand vous allez même à la communauté urbaine, ce n'est pas tout ce que les communes d'arrondissement font qui est de la compétence de la communauté urbaine. La communauté urbaine ne construit pas les salles de classe, par exemple. N'est-ce pas? La communauté urbaine ne construit pas les centres de santé. On se comprend, non? La communauté urbaine même ne gère pas les routes, les pistes agricoles. La communauté urbaine gère la voirie urbaine. C'est bien défini. Donc, c'est pas parce que toutes les 3 communautés urbaines font partie d'une communauté urbaine que ça veut dire que c'est tout leur territoire qui fait partie de la communauté urbaine. Il y a des choses que la communauté urbaine ne peut pas faire, mais qui sont du ressort de la commune d'arrondissement. Donc, cette différence-là, vous les apportez ici. Et c'est ce qui vous fera que vous êtes soit avec le même tableau, vous êtes dans une commune d'arrondissement, une communauté urbaine, ou alors un plan régional de développement. Ça va? Maintenant, les valeurs de référence. La valeur de référence, c'est quoi? C'est que ce concept-là, on l'a introduit en planification parce qu'on s'est dit, à un moment donné, que les populations considèrent souvent les maires comme étant des extraterrestres, des faiseurs de miracles. C'est-à-dire, dès qu'on t'a placé là, on dit, c'est toi qui vas résoudre tous les problèmes en 5 ans. Mais on oublie une chose, c'est que le maire ne travaille que, ou bien l'élu local ne travaille qu'avec les ressources qui existent. Il ne va pas aller au-delà. Il peut aller chercher chez des partenaires et ainsi de suite pour renforcer, mais il ne fera jamais au-delà de ce qui est possible. Et il n'a que 5 ans dans notre cas. C'est 5 ans pour tout le monde, non? Il n'y a que le sommet là-bas qui est 7 ans. Je ne veux pas continuer avec les restes. Hein? On se comprend, non? Donc, en 5 ans, que le maire soit capable de dire que, avec les ressources et les potentialités de la collectivité, voici ce que j'ai fait. Et que les gens voient qu'il a fait quelque chose quand même. Quand vous allez recenser les besoins, je prends l'exemple le plus simple au niveau d'une commune. Allons-y dans l'eau énergie. Votre planification a prévu, par exemple, qu'on construise 200 points d'eau pour que le problème d'eau potable soit satisfait dans toutes les communautés. Est-ce que la commune a alors les ressources pour construire les 200 points d'eau? Et est-ce que c'est même que le seul secteur urgent qui a à gérer? Parce qu'à côté de ça, il y a les salles de classe, il y a les pistes agricoles, il y a les ouvrages de franchissement, il y a. N'est-ce pas? Pendant que le point d'eau est la priorité des priorités pour le village A, l'ouvrage de franchissement dans le petit pont ou alors le passage brisé est urgent. Supra-urgent pour le village B. La salle de classe est supra-urgent pour le village C, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, pendant le petit temps, les petits 5 ans là, le maire ne peut faire que ce qui est humainement et financièrement possible. Alors, quand il prend le mandat, il devrait pouvoir faire la situation de référence. Quand je suis arrivé ici, le besoin en point d'eau, c'était 200. Sur le terrain, on a déjà, je vais prendre les chiffres ronds, excusez-moi, je prends les chiffres ronds pour que les calculs soient faciles. Bon, le besoin en point d'eau, c'est 90, n'est-ce pas? Sur le terrain, il y a 10 points d'eau qui existent déjà. Ça veut dire que la situation de référence que j'ai trouvée, c'est quoi? 10%. 10% des villages, des besoins qui sont couverts. C'est ça ma situation de référence. N'est-ce pas? Maintenant, pendant mon mandat, avec les ressources que j'ai, je peux influencer de manière à ce que je parte de 10, ou même je fais encore 10 autres points d'eau. Ça fait 20%. Donc, je peux porter mon indicateur de 10 à 20%. Ça fait qu'à la fin, quand je vais évaluer,
avec les ressources que j'ai, je ne vais pas dire que j'ai résolu tout le problème. Mais voici ce que j'ai quand même l'amélioration que j'ai apportée dans le système. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas les valeurs de référence. On se comprend? Hein? Donc, si en 2025 que je suis arrivé, on avait 10 points d'eau seulement sur le terrain. En 2025, 2029, qui est la fin de mon mandat, la cible que je vise, c'est 20%. N'est-ce pas? Et ici, maintenant, je mets la valeur de référence de l'année où je suis, donc 2025. Donc, en 2025, je vais réaliser combien de points d'eau? Ça peut être 3. N'est-ce pas? Et là, je mets, donc en 2025, je cible que ma valeur de référence sera de 10, plus les 3 nouveaux que j'ai fait. Je vais faire, ça va m'amener à 13%. On se comprend? Ça fait que le développement peut être facilement mesuré. Les progrès peuvent facilement être appréciés. J'espère que nous sommes toujours ensemble. C'est ça donc les éléments de programmation. Donc on a pris le global, les besoins globaux, tout ce qu'on a planifié, et on a donc, on opérationnalise ça. Nous avons l'unité de mesure de l'indicateur ici. C'est généralement, si c'est un pourcentage, un taux, c'est un pourcentage qui peut mettre. C'est une unité en fait. La source de vérification, on a parlé déjà des sources de vérification, non? On a parlé des sources de vérification, c'est les différents rapports que vous pouvez faire, les différentes fiches que vous pouvez remplir, les bases de données, ainsi de suite, les rapports de performance, ainsi de suite, tout ça là. Responsable de la mise en œuvre. Dans chaque structure qui est arrimée au programme, au budget programme, il faut toujours un responsable de programme, de chaque programme. Oui, il y a un doigt qui est en train de me menacer là-bas depuis. De menacer de se lever, autant pour moi, il ne me menace pas. Oui. Ou alors c'est... Je voulais savoir, est-ce que c'est la population qu'on cible ou alors c'est le nombre de villages qu'on va cibler dans l'arrondissement parcours? Un exemple. Juste un exemple. La cible est généralement liée à votre objectif. Vous voyez? Par exemple, là, le paramètre que j'ai choisi de suivre là maintenant, c'était le taux d'accès à l'eau potable. Vous voyez un peu? Si votre paramètre que vous avez ciblé, c'est le nombre de villages qui ont accès à l'eau potable, ça va changer ma cible. On se comprend? Si c'est le nombre de personnes qui ont accès à l'eau potable, ça va encore changer la cible. Là, maintenant, je vais évaluer mon progrès par rapport à la population totale de la collectivité. On se comprend, non? Donc, c'est en fonction des paramètres que vous voulez mesurer à la fin que vous définissez un objectif de base. OK. Et puis, on a les responsables de mise en œuvre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un cadre logique. Ça, c'est le cadre logique des programmes. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas mis le cadre logique d'un programme là. Pour un programme, quand on va dire cadre logique d'un programme, vous avez juste le programme 1, vous avez ces actions ici. Donc, à la place des autres programmes qui sont en bas ici, ce sont plutôt les actions. Ceci, c'est le cadre logique des programmes. Je vais mettre ça dans le truc final qu'on va vous donner. Donc, vous puissiez voir. Ça peut aller. On a besoin de faire un exercice sur ça. Ou bien ça va? Tout le monde a compris. Pardon? En cours d'acquisition. Compétences acquises. Compétences acquises. Hein, mon ami? Oui, il y a un doigt ici. Oui. Oui. Vous avez dit tantôt la valeur de référence, on prend peut-être 10 points d'eau. La cible, je ne sais pas, est-ce que si c'est la valeur de référence, ça veut dire que dans la région ou bien dans la commune,
on a pris, bon, ils étaient 10 points d'eau. Et maintenant, on entend réaliser 20 de plus. J'aimerais savoir si au niveau de la... Oui, on parle au mandat. Ça veut dire que peut-être on a pris, bon, peut-être une période de 5 ans. Ça veut dire que j'ai évalué les 10 points d'eau et je compte en ajouter 20. Maintenant, j'aimerais savoir, au niveau de la cible, est-ce qu'on doit mettre ce 20 qu'on met? J'aimerais savoir la valeur qu'on doit mettre au niveau de la cible et justement la valeur en 2025. Parce que je suis un peu confus là sur l'exemple que vous avez pris tout à l'heure. Donc, le besoin global, on l'a évalué dans la planification. Dans votre cas logique, vous avez le besoin global. Combien d'infrastructures ou bien de points d'eau, quoi que ce soit, il faut réaliser pour que le besoin soit satisfait. C'est ça qu'on fait dans la planification. Maintenant, pour avoir donc le grand total d'abord, vous faites le besoin global plus ce qui existe. C'est ça qui fait votre 100%. N'est-ce pas? Maintenant, pour calculer donc le taux que vous avez déjà sur le terrain, vous faites simplement ce qui existe divisé par le besoin global plus ce qui existe. C'est ça, non? Ça vous donne le taux. Maintenant, la cible, pendant tes 5 ans, sur les 90 points d'eau qu'il faut réaliser, tu as dit que toi tu choisis 20. Tu es un maire ambitieux. Il faut lui donner les voix. Hein. Il a dit que lui, en 5 ans, il s'engage à faire 20. D'autres disent généralement 10, 7, 6. Donc ce sont des chiffres comme ça là. Ça veut dire que à la fin de ton mandat, tu aimerais pouvoir porter ton indicateur de 10 à 30. N'est-ce pas? Donc, ou alors de 10% à 30%. C'est ça, ta valeur cible à la fin de ton mandat. Maintenant, la valeur cible de l'année, c'est ce que tu as prévu dans ton budget pour l'année en cours. Là, ça va. Si dans ton budget, tu as prévu de faire 4 points d'eau, 4 points d'eau, tu prends ta valeur de référence plus tes 4 points d'eau, ça fait ta cible pour l'année. Donc, à la fin de l'année, tu dois être à 14% de taux de couverture. Ça va maintenant? Ok. C'est tout. Et c'est bon quand on fait d'abord un tableau de référence qui donne le tableau des indicateurs. Là, vous allez seulement vous copier les chiffres, vous venez remplir. Les PCD qui ont été actualisés dernièrement là, ont cet élément là-dedans. Particulièrement dans la région de l'Est, où moi je sais, où moi-même je travaillais avec les communes, tous ont cet élément dedans. Et c'est facile, et c'est opérationnel. Ça fait que quand vous arrivez ici, vous remplissez ça tranquillement. Si vous n'avez pas ces valeurs-là, vous allez vous retrouver avec ceci, ça va vous déranger. Ça va compliquer. Et c'est pourquoi beaucoup de gens fuient le budget programme. Donc ceux qui essayent même, quand ils arrivent sur le tableau comme ça, là, ils laissent ça vide et ils passent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent écrire. Je veux croire que maintenant c'est bon. Personne ne va plus fuir ça. Mais il faut aller chercher les valeurs de référence. Et c'est pour ça qu'on vous a demandé un document important dans le budget programme. C'est quel document? C'est quel document? Il y a des communes ici qui m'ont dit qu'ils ont déjà un budget programme. Oui. Les rapports sur les perspectives de développement économique et social. On vous parle souvent de ça, non? Mais les communes ne veulent pas faire ça. Vous pouvez donner un consultant, il vous fait le document là. C'est les documents de référence. Quand vous avez à faire un, vous commencez seulement à actualiser. C'est tout. Vous m'appelez comme ça, vous me donnez même un petit 10 millions, je vous fais ça vite. Je vous dis la vérité, hein. On est les amis, non? Pardon? Oui. Ce n'est pas le temps d'administration de commune l'Est. Ça, c'était avant. C'était avant. Pour ne pas dire qu'il y avait quoi avant. Je ne vais pas dire ça.
C'était avant que c'était comme ça. Maintenant, là, la façon dont l'argent dans les copines ces jours-ci, là, c'est grave. Donc, si vous faites ce document-là, vous verrez que vous aurez tous les chiffres qu'il faut remplir dans vos tableaux. Ce sera facile, ce sera aisé. Donc, je crois qu'on peut avancer, non? La compétence ici, ça va, non? Oui, maman. Budget programme. Waouh. C'est l'objectif de l'atelier ici. Le budget programme consiste juste à présenter notre budget ou bien notre loi de finances locale sous la force de programme, forme de programme. C'est tout. Par analogie avec le budget des moyens qui n'avait pas cette orientation programme-là et n'avait pas aussi cette orientation résultat. Je ne sais pas si ça va un peu. Je n'ai pas envie d'entrer trop détail en français facile, tu veux dire. Bon, voici mon ami là-bas va nous aider le français facile. Merci pour la parole donnée. Par rapport au tableau-ci, oui, c'est à peu près la même chose qu'on fait pour le plan de performance annuelle dans le budget programme. On élabore ce tableau-ci. Mais souvent, on est confronté à une situation là par rapport à la valeur de référence. Souvent, on n'a pas des données exactes. Quand on prend par exemple une salle de classe, on n'a pas une situation de référence actuelle. Et sans cette situation de référence, on ne peut pas imaginer ou bien évaluer le besoin. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux indicateurs de performance? Qu'est-ce qui prouve qu'on a évolué? Et par rapport aux besoins qui se fait ressentir, quelles sont les unités de mesure? Bon, je disais tantôt, la question que monsieur vient de poser sur la valeur de référence, il dit qu'ils n'ont pas souvent les données pour renseigner cette case-là. Bon, je me dis, peut-être, comme on a dit depuis le matin, la valeur de référence est adossée sur le plan communal de développement, parce que c'est l'outil que nous avons actuellement. Avant d'arriver sur le plan, on va élaborer certainement dans les prochaines années ou bien dans les prochains mois, le plan de développement communal. Donc, pour moi, si il faut simplement aller dans ce plan communal de développement pour avoir cette valeur-là. Vous êtes à la région ou bien au niveau de la région. Normalement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dedans. C'est vrai, c'est un problème. Il faut seulement que vous actualisez ça. On vous demande, même dans le PRD, puisque c'est la même formule pour la budgétisation, on vous demande de faire un rapport sur les perspectives économiques et sociales de votre collectivité. Et quand vous allez voir ça, il y a une section qui revient sur la situation, qui vous permet d'établir votre situation de référence. Mettez seulement un peu d'argent dedans, on vous fait ça. Les conseils ont beaucoup d'argent. Je suis même là, je suis en Gaoundéré là, juste à côté là. Parce que moi, je suis forestier. Pardon? Non, je ne parle pas du PRD ici. Vous voulez les indicateurs, non? Le budget, les composants du budget programme sont lesquels? Dans les composants du budget programme, vous avez quoi? Vous avez le budget lui-même, non? Vous avez, dans les annexes là-bas, vous avez le rapport perspective économique et sociale. C'est là-dedans, non? C'est ce rapport-là qui vous donne les indicateurs. Et il va vous aider à faire votre
projet annuel de performance, de bien vous projeter. Mais vous ne le faites pas. Vous faites seulement ce qui est plus simple. Dès que vous avez ajouté les chiffres, j'ai même vu beaucoup de budgets. Quand on dit que budget programme, on dit que c'est programme parce qu'on a un programme 1, ça coûte tant, programme 2, ça coûte tant et tout. On dit qu'on a fini. C'est même pas ça. On se comprend. Donc il y a cette section-là. Là maintenant, si vous n'avez pas les données, c'est ce que vous devez faire pour avoir des valeurs de référence. Parce que ça, il est important pour vous de vous projeter, de savoir si à la fin du mandat, de pouvoir dire que voici, on a trouvé la région, elle était à tel niveau, on l'a amenée à tel niveau. Maintenant, si vous ne voulez pas renouveler notre mandat, sachez quand même que voici ce qu'on a quand même fait. On n'a pas dormi. On se comprend, non? Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ma mère, le budget programme, c'est une façon plus opérationnelle de présenter le budget. À ce niveau-là, le budget est présenté sous forme de programme. Par analogie avec les budgets des moyens, où le budget était présenté sous une seule forme, la nature économique. Et on était jugé sur la capacité à dépenser les ressources et non pas sur la capacité à atteindre des objectifs. Avec le budget programme, on est jugé sur la capacité à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Parce qu'avec le budget des moyens, on se dit, nous avons les ressources, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et on nous juge sur ça, sur notre capacité à dépenser l'argent que nous avons. En français facile, je ne parle pas de français compliqué. Vous voyez? Et quand vous avez fini l'argent qui était prévu, on regarde seulement est-ce que vous avez respecté les procédures. C'est tout ce qui intéresse dans le budget des moyens. Or, dans le budget programme, on commence par réfléchir. Voici, on se fixe d'abord des objectifs et on choisit les priorités. En fonction de nos objectifs et de nos priorités, on cherche les ressources qui nous permettent de réaliser. Et après, on évalue pour voir est-ce que nous avons atteint nos objectifs, est-ce que les priorités des populations ont été satisfaites. Vous voyez un peu. Et c'est ça et toute la différence, c'est quoi? Sur le plan pratique, avec le budget programme, on peut faire les reports de crédit. Avec le budget des moyens, on ne peut pas faire de report de crédit. Vous comprenez un peu? Si j'ai commencé à construire un centre de santé quelque part, l'année finie, le besoin était de faciliter l'accès aux soins de santé pour les populations. À la fin de l'année, le centre de santé n'est pas terminé. On ne va pas dire qu'on s'arrête là parce que l'exercice est terminé. Non. On dit la priorité n'a pas été satisfaite. Le besoin n'a pas été satisfait. On reporte le crédit et on va arrêter seulement quand la priorité est satisfaite. Je crois qu'en français, très facile, j'ai expliqué, non? Il faut faire votre rapport sur la situation et les perspectives économiques de votre commune. Tant que vous ne l'avez pas fait, c'est difficile d'avoir les valeurs. Donc, quand vous faites votre budget pour la préparation du budget programme de l'exercice, du prochain exercice, encore que ça commence même déjà depuis janvier, prévoyez déjà les ressources pour faire le document de référence là, parce qu'il vous aidera à tous les coups. Et à la fin, quand les élections vont arriver, les gens vont commencer à réfléchir. Je vais dire quoi? Si vous avez suivi ça à la lettre, étape à la lettre, le bilan serait évident. On se comprend, non? Et votre action serait facilement perçue. Parce que comme je vous dis, les citoyens prennent les élus comme les faiseurs de miracles. Comme il est là-bas, là, il doit résoudre tous les problèmes. En 5 ans, s'il y a encore des problèmes qui sont là, ils disent que vous n'avez pas travaillé. Pourtant, vous n'avez pas toutes les ressources qui vont avec. C'est ces instruments-là qui permettent de dire que voici les ressources que nous avons et ce que nous pouvons faire pendant notre mandat. Au-delà des ressources, là, nous sommes allés chez les partenaires, tel nous ont donné comme ça. On a pu aller un peu plus loin. On se comprend? Donc, ça rejoint toujours ça. Il a donné un élément, c'est un élément de méthodologie pour l'élaboration de ce document-là, avoir les informations qu'il faut. Il y a encore une préoccupation. Ça va pour le budget programme, mais on va parler plus en détail. Au niveau du cadrage budgétaire, tout ça, ce sont des éléments qui permettent d'arrimer notre document de planification au budget programme.
Donc là, on nous a présenté le cadre logique des programmes. Ici. Maintenant, pour monter un programme, pour bien monter un programme, il faut qu'on fasse le cadrage. Nous avons deux grands documents de cadrage dans nos documents de planification. Le premier, c'est quoi? Pardon? Allez un peu à haute voix. Le premier document, c'est le CBMT, cadre budgétaire à moyen terme. Le deuxième, c'est quoi? Cadre de dépenses à moyen terme, CDMT. Ok. Il ne faut pas avoir peur, je me crois. Donc, on a deux grands éléments de cadrage. Le cadre budgétaire à moyen terme et le cadre de dépenses à moyen terme. Le cadre budgétaire à moyen terme, lui, il nous renseigne sur quoi? C'est sur les prévisions des recettes sur une période. qui va ajouter? Mon ami, qui va ajouter? On concentre de l'autre côté là-bas. Alors tu partages un peu avec nous, c'était... Hein? Soyons concentrés s'il vous plaît. Donc, le cadre de dépenses budgétaires à moyen terme nous renseigne sur les prévisions de recettes. Oui, ça c'est en français facile, c'est bon. J'aime le français quand il est facile. Maintenant, le cadre de dépenses à moyen terme nous renseigne sur quoi? C'est... les dépenses sur la période du budget programme, c'est-à-dire d'un an, N plus 1, de N plus 1, N plus 2. Il renseigne sur les dépenses. C'est vrai que vous me donnez des thèmes un peu opérationnels là. Quelle est la commune qui est arrivée au budget programme ici? Attends-moi un peu. Quelles sont les communes qui sont arrimées? Il y a vous, il y a lui, il y a toi-même. C'est vous qui devez discuter le micro quand je parle ici. Bon, lui là, il a levé le doigt. We are talking about the midterm expenditure framework, which gives us a vision of how commitments and appropriations will be made within that period. Donc, il nous a parlé des documents de cadrage. Hein? Pardon? Le cadre des dépenses à moyen terme est axé sur les projections des dépenses sur une période donnée. Le cadre de dépenses est défini comme un document décomposant sur une période de 3 ans les grands axes ou bien les grandes catégories de dépenses publiques. Maintenant, en français facile, le cadre budgétaire à moyen terme, il nous parle des prévisions de recettes, mais nous définit les plafonds. Quand vous parlez de ce thème-là, il faut toujours utiliser le terme plafond. Les plafonds, les recettes plafonds qu'on peut espérer dans le moyen terme, le court terme même d'ailleurs, pour les moyens termes. Le cadre de dépenses à moyen terme, lui, nous donne le plafond des dépenses. Conformément, le plafond des dépenses que nous pouvons exécuter dans le court et moyen terme, conformément aux prescriptions du cadre budgétaire à moyen terme. Donc, pour ce résumé, le cadre budgétaire à moyen terme nous dit, OK,
pour l'exercice, pour la période, par exemple, N+1, N+3, le plafond global des dépenses, par exemple, c'est 700 millions. Maintenant, en termes de recettes, il va éclater ça. Il vous dit, recette fiscale, le plafond que vous pouvez considérer, c'est tel montant en année 1, tel montant en année 2, tel montant en année 3. Maintenant, quand vous passez de l'autre côté, sur les dépenses, le cadre de dépenses à moyen terme lui vous dit par grande masse et par programme, les plafonds de dépenses que vous n'allez pas excéder. On se comprend, non? On vous dit par exemple programme 1, dépenses du personnel, le plafond pour N+1, c'est peut-être 100 millions. Les biens et services, plafond N+1, c'est peut-être 150 millions ou 200 millions. Là, ce sont les postes, les plus gros postes de dépenses. Là, les collectivités là-bas. Le titre 3. Ça non. Est-ce que je manque? Le titre 3. Le titre 3 et le titre 6. Hein? Et que je connais, non? Je suis l'expert dans le budget programme. Vous voyez, donc ça vous donne les plafonds. C'est ça les deux documents de cadrage sur lesquels on travaille. Donc le cadre budgétaire de base est adossé sur les politiques budgétaires, les politiques sectorielles, le cadre de décentralisation, contexte de la région, évolution du budget, engagement envers les partenaires, tout ça là. J'aurais aimé qu'on fasse un petit exercice sur la question. Est-ce qu'on sera toujours dans les 15 heures, 15h30? Vous avez quelle heure? Il est 15 heures. Ok. Donc, jusqu'à 15h30, on va s'exercer jusqu'à on pourra s'en sortir. N'est-ce pas? Ce n'est pas compliqué. Les exercices sont pratiques, surtout que je suis un gars du terrain. Un fils du village. Hein? Ok. C'est vrai que... Non. On va utiliser quoi? Je voulais qu'on fasse un exercice de cadrage budgétaire. D'abord, qui me dit, sur le plan méthodologique, comment on fait le cadrage budgétaire? On commence par quoi? Premier élément. Bon, les documents, on a besoin de quels documents pour faire un cadrage budgétaire? Citons. Compte administratif des 3 dernières années. Qui est d'accord avec lui? Hein? Qui est d'accord que c'est les 3 dernières années? Pour le budget des moyens, c'est... Hein? Qui est d'accord avec lui? Et si moi, il dit que c'est 5 ans, les 5 dernières années, est-ce que je suis hors sujet? Pardon? Les quoi? Quel texte? La circulaire. Ok. Celui qui dit 3 ans est conforme à la loi. Celui qui dit 5 ans est conforme à la voie réglementaire. Parce que dans la loi, le code des CTD, on dit 3 ans. Dans l'instruction conjointe, on dit 5 ans. C'est vrai qu'avec 5 ans, vous avez plus de précision. Mais j'ai l'impression que les législateurs... Excusez-moi, les législateurs utilisent les deux. Ça permet à nos amis de jouer. Parce que parfois, quand vous accompagnez une commune, quand vous dites, OK, moi je vais travailler les 3 derniers comptes, vous finissez de faire les calculs et autres, il voit que c'est à un niveau. Il dit non, allons à 5. Vous voyez? Ou bien si vous faites à 5, il voit que c'est trop bas.
et qu'en prenant à 3, son budget sera un peu plus élevé, dit non, allons à 3, ainsi de suite. Mais tous les deux sont conformes à la loi. Le code de CTD a parlé de 3 ans, l'instruction conjointe a parlé de 5 ans. OK. On a encore besoin de quel document pour faire le cadrage? On a noté les comptes, les 3 ou les 5 derniers comptes administratifs. On a encore quoi? Pardon? Projet de performance annuel. Bon. C'est aussi bon, ça nous renseigne un peu. Situation socio-économique. On a encore quoi? Pardon? On est encore ici sur le cadrage budgétaire. On n'est pas encore sur le cadre des dépenses. On est sur le cadrage budgétaire. Donc, ce sont les éléments qui nous renseignent sur les finances de la collectivité qui nous intéressent. On a parlé des comptes administratifs, c'est bon, déjà. On a parlé du rapport de performance, c'est aussi bon, parce qu'il nous renseigne sur le niveau d'exécution des recettes de l'exercice précédent. C'est aussi bon, avec des petits détails. Lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il n'est pas bien fait, vous n'avez pas toutes les informations. Oui? Les conventions signées, c'est bon. Il y a encore un document. Taux de croissance macroéconomique. Est-ce que vraiment, personnellement, vous avez besoin de ça? Ça, c'est au niveau de la collectivité, de l'État. Pas toujours. Au niveau de l'État, on va toujours dire qu'on nage toujours autour de 3,5%. Non. Le taux de croissance au niveau de la commune, c'est calcul. C'est vous-même qui calculez. Donc, vous n'aurez pas le même taux que la commune voisine. Donc, il se calcule localement. Maintenant, il y a un dernier document que je veux que vous prononciez. Vous voyez ce que je disais le matin, non? Vous avez l'habitude de penser à ce qui vient de l'extérieur, mais c'est que vous-même, vous pouvez gérer là sur place ou générer. Vous pensez différemment. Vous avez votre fichier des contribuables, non? Ça vous renseigne sur des perspectives économiques. Les autorisations spéciales qui n'ont pas encore été exécutées. Hein? C'est bon, non? Ça va? Donc, voici les documents dont on a besoin pour faire notre cadrage budgétaire. N'oubliez jamais votre fichier des contribuables. Parce que c'est lui qui vous renseigne sur vos capacités propres d'autofinancement. Le reste qu'on a cité là, c'est la perfusion. Hein? C'est la perfusion. Mon ami, tu as compris ce qu'il disait le matin, non? Le reste là, c'est la perfusion. Les conventions, les CHC et tout ça là. Donc, ces documents sont importants parce que c'est en les analysant qu'on peut se fixer un bon cadrage budgétaire. Alors, comment nous faisons? La première chose, c'est on calcule la moyenne des comptes administratifs, les 3 derniers comptes. On calcule la moyenne des 3 derniers comptes. Maintenant, quand vous avez fait la moyenne des 3 derniers comptes, vous faites quoi? Ceux qui sont dans le budget programme, là, vous faites souvent comment? Les formules que vous utilisez là, c'est moi qui les avais créées. Hein? Je vous dis d'abord ça. Vous ne savez pas que c'est moi. J'étais membre du groupe de travail qui était chargé de l'arrimage des communes au budget programme. Nami. Donc il y a les trucs que vous avez fait là que c'était là qu'on faisait ça. Sinon que c'est moi-même qui ai mis ça là au circuit.
C'était pour ça qu'on faisait, non? Donc, allons-y. Ça se fait comment? Essayez de partager avec les autres. En fait, chez nous, on fait la moyenne et puis on voit par rapport au fichier, par rapport à l'évolution des contribuables, s'il est possible d'ajouter 10% ou de diminuer. Donc, comme ça que nous procédons. Ok, c'est bon ce qu'il a dit. En principe, ce que vous faites, c'est que quand vous avez calculé la moyenne des comptes, vous calculez aussi le taux de croissance de votre commune. Parce que ce qu'il vient de dire là-bas, ça peut vous aider seulement à prendre en compte l'année N, N plus 1. Vous voyez. Mais le CBMT, comme le CDMT, sont des documents de planification pluriannuels. Donc, c'est sur 3 ans qu'on se projette. Donc, du coup, il faut des éléments qui vont nous permettre de faire les projections. Et pour faire les projections, on calcule donc localement notre taux de croissance. Le taux de croissance d'une commune, c'est la différence dans le pas que vous avez fait d'un exercice à un autre. Vous voyez un peu? Donc, vous faites la différence. Compte administratif A moins compte administratif B divisé par le total. Vous voyez combien? Quelle est la différence? Vous avez évolué de combien? On se comprend? Ça vous donne votre taux de croissance. Pardon? Vous calculez par rapport à une année. Si vous avez choisi de faire une moyenne de 5 ou bien une moyenne de 3, quand vous avez une moyenne de 5, vous avez 5 taux de croissance. Si vous avez une moyenne de 3, vous avez 3 taux de croissance et vous faites la moyenne pour avoir le taux de croissance annuel, moyen annuel. Ça va? Et maintenant, à la moyenne annuelle de votre compte administratif que vous allez trouver, vous adossez votre taux de croissance dessus. Ça vous donne le montant plafond de base du budget de l'année N plus 1. On se comprend? Qui n'a pas compris ce que je viens d'expliquer? On est dans l'exercice comme ça. Qui n'a pas compris ce que je viens d'expliquer là? Je reprends. Les taux de croissance, c'est la variation des comptes administratifs d'une année à une autre. Donc quand vous avez décidé de travailler avec la moyenne des 3 comptes administratifs, vous aurez aussi 3 taux de croissance. Mais pour avoir 3 taux de croissance, il faudrait que vous preniez une année de référence. Parce que pour avoir le premier taux de croissance, par exemple, nous sommes en 2025. Si je veux calculer mes 3 taux de croissance, je vais comparer les comptes administratifs 2024, 2023 et 2022. Maintenant, pour avoir le taux de croissance de 2022, je suis obligé d'utiliser le montant du compte administratif de 2021. Parce que le taux de croissance de 2022, c'est la différence c'est l'évolution que j'ai eue de 2021 à 2022. C'est ça qui va me donner le taux de croissance 1. Ça va? Hein? Maintenant, quand j'ai mes 3 taux de croissance qui sont là, je fais maintenant la moyenne pour avoir le taux de croissance moyen que je vais évoluer avec. Peut-être en 2022, j'ai peut-être eu 6%. En 2023, j'ai peut-être eu 7%. Et en 2024, j'ai peut-être eu 10%. Je fais maintenant l'addition. 6% plus 7% plus 10%. On est à combien? 17. 23%. Je divise maintenant par 3. Ça va me donner combien? 7,5 environ. C'est ça le taux de croissance moyen annuel de ma commune. On se comprend? Sur la base de ça, donc, je vais faire les projections pour l'année N plus 1, par exemple 2026. Je vois la moyenne de mes comptes administratifs, ça m'a donné, la moyenne de mes comptes administratifs m'a donné peut-être 800 millions, n'est-ce pas? Je calcule donc, je convertis dans mon taux de croissance qui a une valeur relative en valeur absolue. Je dis, les 7,5% de 800 millions, c'est combien?
Ça fait 800 millions fois 7,5%. On calcule, ça donne un montant. Qui a calculé? Qui peut calculer, nous dit? Ça fait combien? Hein? Oui, 800 millions fois 7,5%. Ça fait 60 millions, n'est-ce pas? Hein? Ça fait que le montant plafond de base de mon budget de l'exercice 2026 sera 800 millions plus 60 millions. Ça fait 860 millions. C'est bon? OK. Maintenant, comment on fait pour avoir pour 2023, pour 2027? On va faire comment? On va ajouter 7% de 860 millions, donc de l'exercice N plus 1. Pour N plus 2. Pour N plus N. C'est bon? Ça va? C'est comme ça qu'on va donc faire pour avoir nos plafonds de recettes. Mais on ne s'arrête pas là. Là, ce sont les valeurs de référence. Après, maintenant, on se dit, OK, pour l'exercice C, on a quand même tel partenaire qui est arrivé et qui nous a gardé un bon paquet. On a signé une convention avec lui, peut-être de 200 millions, ou bien de 100 millions pour faire ci ou ça. C'est une bouffée d'oxygène qui n'était pas déjà là. N'est-ce pas? On prend ça donc, on ajoute à notre valeur de référence. Ça va relever le budget de l'année. Il y a encore le partenaire Y qui est venu et qui a aussi donné un peu comme ça. On prend ça, on ajoute. C'est comme ça qu'on fait pour relever le montant du budget. Ce que je vous explique là est important parce que il y a certaines personnes qui vont venir vous dire que non, pour faire ce calcul, il faut d'abord aller enlever les ressources externes, se contenter seulement sur les recettes propres, ainsi de suite et calculer tout ça là. Il faut leur dire que la loi n'a pas demandé ça. La loi a dit analyse des comptes administratifs, moyenne des 3 derniers comptes administratifs ou alors des 5 derniers comptes. On n'a pas dit qu'enlève telle recette ou ajoute telle. Et la loi, cela est d'autant plus important que c'est sur la base de ces montants de vos comptes administratifs que sont calculés vos indemnités, primes, avantages et autres. Ce n'est pas vrai? Pardon? Les gens font le débat, mais la loi dit quoi? C'est ce que dit la loi qu'on fait. C'est ce que dit la loi qu'on fait. Au-delà de tout, quand on a fini de parler, à la fin, on ouvre les textes et on voit qu'est-ce que les textes ont dit. On se comprend, non? Qu'est-ce qui vous donne la catégorie? Qu'est-ce qui donne la catégorie à une commune? Le compte administratif, non? Le compte administratif. Est-ce qu'on a dit que c'est votre compte administratif en recette propre? Hein? On n'a pas dit ça, non? C'est ce que vous avez pu manipuler. Le risque que vous prenez pour utiliser, pour dépenser, gérer 100 000 n'est pas le même risque que vous prenez pour gérer 1 milliard. Même si le milliard n'est pas pour vous. On se comprend. Donc, c'est aussi simple que ça. Laissez les considérations que les gens vont apporter à côté là. C'est ce que la loi dit. C'est pour ça que j'aime bien attirer l'attention sur ça. Ce problème dont vous parlez n'est pas avec les gens, les autres, on n'a pas de problème. Mais quand votre tutelle qui est censée signer, approuver votre délibération, oui. Quand votre tutelle qui est censée approuver la délibération, c'est dans la léguée, voilà, refuse, discute en plein conseil municipal. On discute comme on discute là. Je lui dis que la loi ne dit pas, parce que c'était 2 délibérations qui accordaient les avantages aux conseillers municipaux et aux agents. Parce que nous étions passés à un compte administratif un peu supérieur de 2 milliards. Donc on devait changer de catégorie.
Il a dit qu'il ne peut pas signer parce que ce ne sont pas nos ressources propres. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On a abandonné. D'abord, ce n'est même pas parti. Vous abandonnez quoi? Vous demandez l'arbitrage en haut, non? Vous demandez l'arbitrage, c'est tout. Hein? Ces choses-là sont déjà encadrées par la loi. Et généralement, les préfets, ce n'est même pas trop parce qu'ils veulent vous déranger. Ils ont souvent des cadres là à côté qu'on appelle les SDL qui n'ont jamais accepté que quand on a nommé les autres au Mindevel, on les a oubliés. Pour beaucoup. Du coup, ils restent là, ils dérangent les autres. Je connais beaucoup comme ça là. Et c'est ce que, quand vous avez la malchance que le préfet l'écoute beaucoup, c'est ce qu'il a dit au préfet que le préfet fait seulement de ce côté ici. Donc, quand vous avez moyen, vous prenez les textes doucement, vous allez vous voir le préfet, vous dites que voici les textes ici. Moi, j'ai souvent coincé certains, ils me demandent de me donner le texte qui dit ce qu'il est en train de soutenir. Parce que beaucoup de gens soutiennent des choses qui ne sont pas basées sur les textes. C'est basé sur les pratiques courantes, mais sur aucun texte. Et généralement, surtout les préfets, quand ceux-là voient que les textes ont dit quelque chose, généralement, ils reviennent. Ils reviennent souvent. Donc, c'est comme ça qu'on calcule, qu'on fait son cadrage budgétaire. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est bien compris? Quand vous avez donc fait ça, vous pouvez donc faire, vous avez donc vos projections. Dans la budgétisation par programme, vous remettez donc ça par grande masse de recettes. Vous éclatez ça par grande masse de recettes. Et c'est ça qui fait votre cadrage budgétaire. C'est bon? N'oubliez jamais vos recettes propres. Encore que même les recettes extérieures là, vont rentrer dans une catégorie de recettes quelque part que vous allez projeter. Ayant déjà fait ça, vous pouvez maintenant vous lancer dans le cadrage budgétaire. Le cadrage budgétaire, lui, il considère, c'est-à-dire, le cadrage budgétaire, lui, il vous a donné la contrainte. Maintenant, le cadrage de dépenses va répartir les recettes contraintes là dans les grandes masses de dépenses. Généralement, pour bien s'en sortir là-dedans, il est souvent important d'établir d'abord les différents besoins. C'est vrai que dans un premier temps, vous pouvez décider que, bon, on fait les affectations d'abord globalement comme ça, en fonction des types, de la configuration socio-économique de notre territoire. Vous vous dites, OK, programme 1, on va mettre tant, programme 2, on met comme ça, programme 3, on fait comme ainsi de suite. On fait les grandes masses. Mais c'est souvent très subjectif quand on fait comme ça. C'est bon, vous avez une idée de qu'est-ce que des différentes priorités que vous avez. Et sur la base de ça, vous faites donc les regroupements. Et si c'est que vous êtes dans les dépassements, vous commencez à faire les ajustements. En bonus, ce n'est pas dans nos termes de référence ici. Ce sont ces deux documents que vous utilisez pour le débat d'orientation budgétaire. Le cadrage budgétaire à moyen terme et le cadre de dépenses à moyen terme. Donc, voici donc ce qu'on fait donc pour avoir notre cadrage budgétaire et pour définir les montants que nous allons mettre dans nos éléments, dans nos documents de cadrage. Donc, quand ces deux documents sont remplis, vous pouvez vous dire que mes programmes vont coûter, mon programme 1 va coûter 100 millions, mon programme 2 va coûter 300 millions, mon programme 3 va coûter 50 millions. Généralement, c'est le plus maigre de tous les programmes. Et le programme 4 va coûter 500 millions. Il riait. Maintenant, la réalité, c'est quoi? Quand on parle on est en termes de programme. Je reviens un peu sur la fiche du programme. Le programme 1, les programmes qui sont regroupés en deux types de programmes. Nous sommes en termes de développement, donc il faut que vous connaissiez ça. Nous sommes regroupés en deux types de programmes. C'est lesquels? Pardon? Programme opérationnel, programme support.
Les opérationnels, c'est le 1, le 2 et le 3. Le 1, c'est amélioration de l'offre des services sociaux de base. Le 2, c'est quoi? Développement économique et protection de l'environnement. Le 3, c'est quoi? Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à la jeunesse. Voici les 3 programmes opérationnels. Le 4e, il est support. Maintenant, quelle est la différence entre un programme opérationnel et un programme support? When we talk of mostly the support program, they go to, if you want to make and look at it at the level of the budget by means, most of the activities or actions there fall under what we call the recurrent budget, while the operational programs are mainly concentrated on investment. C'est vrai que je n'ai pas bien cerné, hein. Je n'ai pas bien cerné tout ce qu'il a dit là. En français facile. You are able to speak in French. Excuse me, my French is very poor. I would just say that when you look the analogy between the budget by means, donc le budget classique qu'on avait avant dans les communes et le budget programme, la plupart des activités qui rentrent dans le budget support, c'est peut-être le fonctionnement, qui est le programme 4. Alors que la plupart de ce qui se fait dans le programme 1, 2 et 3, c'est des investissements. C'est ce que je disais. Ok. C'est très important, cette notion. Parce que là, nous sommes ici, nous ne sommes pas encore dans le budget ici. Nous sommes dans la planification. La planification qui intègre un volet programmation. Donc, ce qu'on va sortir là, ce sera sur 3 années. On se comprend, non? Maintenant, il faut pouvoir affecter vos projets dans les programmes. Les PCD, les PDC, les plans de développement des communes, les plans de développement des régions s'attardent beaucoup plus sur les actions ou les activités, les tâches opérationnelles. Il y a très peu d'actions support qui vont ressortir. Généralement, ce sont celles qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes opérationnels. Donc, ne vous attendez pas à venir retrouver dans votre document de planification toute la masse des salaires de votre collectivité à l'intérieur ici. Non. Vous allez beaucoup plus vous concentrer sur cette partie-là parce que c'est lié au diagnostic que vous avez trouvé sur le terrain. Sur le programme support, ici dans les documents de planification, vous aurez beaucoup plus les dépenses liées au fonctionnement de l'institution communale courante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et en français facile, pour que vous reteniez une fois. Le programme opérationnel est un programme qui gère exclusivement les tâches, les activités qui ont un impact direct sur l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. C'est-à-dire que ça touche directement le citoyen. Les dépenses, les programmes support, lui, il gère les dépenses d'état-major. C'est comme ça qu'on appelle ça. Les dépenses d'état-major. C'est-à-dire, ça n'a pas un impact direct sur le citoyen. On se comprend, non? Mais on en a besoin pour pouvoir réaliser les dépenses opérationnelles. Et c'est important parce que le citoyen ne veut pas savoir si tu as eu ton salaire, ça ne l'intéresse pas. Quand tu prends ça, est-ce que tu vas partager avec lui? Mais si tu n'as pas le salaire, est-ce que tu peux aller suivre un projet
au bénéfice d'une communauté. On se comprend un peu? C'est pour ça que ton salaire, lui, sera support. Mais la salle de classe que tu es parti suivre sera opérationnelle. Parce que le citoyen va dire, j'ai vu la salle de classe. Mes enfants fréquentent là-bas dedans. On se comprend, non? C'est comme un autre projet support. Les hôtels de ville que vous construisez, comme un peu là où nous sommes même là maintenant. Là. Si c'est un bâtiment de la collectivité, c'est opérationnel ou bien c'est support? Parce que c'est votre cadre de travail. Vous avez besoin d'être dans un cadre agréable pour pouvoir travailler au bénéfice des populations. Mais même si ça vous a coûté 1 milliard, je vous assure, ce n'est pas le problème du citoyen là-bas. Le citoyen veut boire l'eau potable. Le citoyen va aller fréquenter dans une bonne salle de classe. Il faut marcher sur les bonnes routes, ainsi de suite. C'est ça qui l'intéresse. Donc, retenez que tout ce que vous mettez en opérationnel, c'est ce qui touche directement, qui a un impact direct sur la vie du citoyen. Peu importe que ce soit, ce n'est pas une question de fonctionnement ou d'investissement. Je vous ai parlé de l'hôtel de ville, c'est un investissement, non? Mais il est un investissement support. La voiture du maire, c'est un investissement support. Si le maire marche à pied, ça laisse le citoyen à 37. Mais si le citoyen veut boire l'eau, il n'arrive pas. Tu marches dans la voiture, il va t'indexer. J'espère que vous avez compris la notion. Je vais prendre un autre exemple banal, toujours pour vous aider à mieux comprendre. Les dépenses support ne sont pas, opérationnelles ne sont pas toujours des investissements. Prenons l'exemple du 8 mars des femmes qui arrivent là. Quand on célèbre le 8 mars, c'est toute la ville qui est en ébullition, non? Toutes les femmes sont en ébullition, non? C'est ça, non? Moi, je parle d'abord des femmes. Bon, les hommes soutiennent les femmes. On soutient beaucoup les femmes. C'est ça qu'on vous soutient. Hein? À la fin de la célébration, chaque citoyen peut vous dire que j'ai fêté le 8 mars. C'était. Vous voyez, c'est un fonctionnement, mais qui est opérationnel. Ça va? Hein? Vous êtes en train de comprendre la différence, non? Ça veut dire que quand vous allez, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé que dans le programme 1, amélioration de l'offre des services sociaux de base, on a quel secteur là-bas? Et quand ils ont oublié, je leur ai dit qu'il y a les femmes et familles là-bas aussi. Les journées de l'enfant et toutes ces petites choses-là. Tout ça, ça rentre là-bas dedans. Ça va? Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Par contre, un autre exemple. On veut construire le pont. Il y a quel pont ici là, important là? Le pont par là qui est cassé. On veut construire ça. Ok. Dépenses. On fait les études. Il faut bâturer, non? On a fait les études. Les études sont disponibles. Le pont est toujours cassé. Deuxième année, les études sont... On a fait la mise à jour des études. Le pont est toujours cassé. Quand vous arrivez pour faire le bilan, et dire aux populations qu'est-ce qui a été fait. Si vous leur dites que vous avez fait les études et autres, est-ce qu'ils vont vous applaudir? Hein? Parce qu'ils veulent quoi? Leur problème, c'est le pont. C'est pour vous dire que les études que vous avez faites sont des dépenses support. Elles ne sont pas opérationnelles. Est-ce que vous comprenez bien? Elles sont support, elles ne sont pas opérationnelles. Il faut bien comprendre ce que j'explique là. C'est pour ça aussi que quand on le bip, les cartons que vous recevez là, vous avez déjà vu l'élaboration des DAO dedans?
Hein? Vous avez vu maturation dedans. On vous dit seulement que construction d'un bloc de 2 salles de classe, 18 millions. C'est tout ce qu'on vous envoie, non? Or, est-ce que les 18 millions, en dehors des 18 millions, il n'y a pas d'autres dépenses? Il faut d'abord voir le sectoriel pour qu'il vous sorte le plan. C'est un coût. C'est la mairie qui paye, non? Quand il a sorti le plan, il faut voir, il vous sort le DAO. Ça a un coût, non? Quand même le DAO est disponible, il faut que la commission de passation des marchés s'asseye pour choisir qui va venir faire le travail. Les membres seulement de la commission, la sous-commission, ça a un gros coût aussi, non? Pourtant, tout ça, c'est pour que vous dépensiez les 18 millions qu'on vous a envoyés là. On se comprend? Allez dire aux citoyens que non, on s'est assis, on a partagé les frais de commission, on a quand même déjà dit qui va faire ça et autres. C'est pas le problème du citoyen là-bas. Le problème du citoyen, c'est que on vous a envoyé 18 millions pour nous faire la salle de classe. C'est ouf. Ce que vous faites avec le reste, là, ça ne les concerne pas. J'espère que vous avez compris la notion de support et d'opérationnel. C'est bien compris, non? Ok. Donc, ce sont les éléments que nous prenons en compte donc, à cette étape de la planification. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qu'on a écrites là et autres. Vous allez lire ça doucement. Mais je crois que l'essentiel de ce qu'il y avait à dire sur cette question, voici que je vous l'ai dit. Si quelqu'un a encore une préoccupation, il la pose. Donc, c'est quand vous faites cette transaction-ci, cette transition-ci, que vous pouvez facilement vous asseoir à la fin de l'année, vous dire, nous voulons faire notre budget programme. On affecte les tâches à notre budget. Donc, vous passez du plan vers le budget facilement. Si vous n'avez pas fait cette transition-ci, qui sont les éléments de programmation. Comme je vous ai dit, la planification, c'est le cadre logique. Comme on a vu, la programmation, ce sont les programmes là. On présente ça, le cadre logique des programmes, les objectifs, les valeurs cibles et tout. Et puis on détaille les programmes. On fait une présentation détaillée des programmes et on projette ça sur les 3 exercices. C'est triennal. Là, c'est le moyen terme. Et à la fin de l'exercice, quand vous voulez faire le budget, la première année, c'est l'année de budgétisation. Et les documents de cadrage s'actualisent chaque année. Donc, c'est juste la projection. L'année la plus importante, c'est la première. Parce que quand vous faites votre budget, vous avez la réalité. Les autres, c'est les projections. Quand vous allez arriver en 2026, pour faire le budget de 2026, vous faites d'abord l'actualisation de vos documents de cadrage avant de continuer. Mais il est important de les avoir parce que quand vous avez les partenaires, ils peuvent savoir que pour l'exercice prochain, ils ont envisagé ceci. Donc, voici leurs priorités sur lesquelles je peux actionner. On se comprend, non? Et pour certains, quand il n'a même pas trouvé ses priorités là-bas, il rentre dans la planification, il peut trouver quelque chose qui l'intéresse et vous ramenez ça en programmation. Parce que si quelqu'un vient vous dire que moi, j'ai un financement pour vous aider à faire des plans d'action d'action sur l'environnement et financer les actions qui vont sortir de là. Même si vous n'avez pas prévu ça, mais que c'est quand même dans votre plan, vous allez prendre l'argent, non? Et vous exécutez. Ou bien il vient dire qu'il veut plan de gestion des risques, comme mon ami a proposé là. Vous allez prendre, non? Vous ramenez dans la programmation au cours de l'exercice, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a des questions encore. Je voudrais revenir sur le cadre de dépenses à moyen terme. Alors, physiquement, en fait, on doit s'arrêter au niveau des actions, ou bien au niveau des activités, ou au niveau des 4 programmes. Les cadres budgétaires sont des documents stratégiques qui ne vont pas trop dans le détail. Ils s'arrêtent généralement au niveau des actions. Parce que dans la partie synthétique. Mais dans le document de planification que vous allez faire, puisque vous avez la planification qui est là, vous allez
après avoir sorti cette partie-là, vous projetez. Parce que pour pouvoir même sortir de la partie synthétique-là, il faut d'abord développer tout le document, tout le cadre, jusqu'aux activités et même aux tâches. Mais il y a une partie dans le document où on présente juste la partie résumée. C'est comme si on s'arrêtait ici. Celui qui a fait le guide de planification, lui s'est arrêté ici. Ce n'est que le tableau que vous avez là, le guide de planification. Or, pour arriver au tableau-ci, il y a un autre tableau. Par exemple, ça, c'est le résumé des programmes. Hein? Pour résumer quelque chose, il faut d'abord avoir le détail, non? Ce n'est pas ça. Non. Est-ce qu'on peut dire sur la question? Une autre question? Une autre question? Oui. Programme opérationnel, programme 1. Citons tous ensemble à haute voix. Le programme 1, c'est quoi? Le programme 1, c'est quoi? Elle veut comprendre. Tout le monde, au même moment, non? Amélioration de l'offre des services sociaux de base. Programme 2. Développement économique et protection de l'environnement. Programme 3. Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à la jeunesse. Rassurez-vous toujours que vos documents de planification sont arrivés jusqu'à ce niveau et ont sorti les programmes. Parce que la transition du plan vers le budget devient plus simple. On se comprend, non? Il y a encore une préoccupation? Oui, mon ami. Peut-on avoir une dépense opérationnelle à l'intérieur d'un programme 4? Et par rapport au 8 mars, dans la plupart des cas, c'est le programme 4 qui supporte cette taxe. C'est une mauvaise budgétisation. Maintenant, c'est une mauvaise budgétisation parce que le 8 mars, pour parler de l'exemple du 8 mars, c'est une fête nationale. C'est la femme, la collectivité qui célèbre la femme. C'est les citoyens qui sont en ébullition, n'est-ce pas? Les dépenses qui sont faites dans ce sens à l'endroit des femmes bénéficient aux citoyens. On se comprend? Par contre, si vous dites que vous faites le 8 mars seulement entre vous, en tant que personnel, et que vous ne gérez pas les citoyens, ça peut se comprendre. On se comprend, non? On envoie dans l'opérationnel ce qu'on sait que le citoyen va profiter. C'est ça la règle. Si le citoyen ne profite pas, ne bénéficie pas de ça de manière directe, c'est support. On se comprend, non? Il y a encore une préoccupation. Ça va bien, hein? Ok. Pardon? Non, c'est pas ici qu'on met les montants. Ça là, c'est le cadre logique des programmes. Ça, c'est le cadre logique des programmes. C'est dans la matrice du cadre budgétaire qu'on met. On va mettre les finances. Il y a une autre matrice qui détaille le programme. À l'intérieur, il y a donc les montants, les budgets. Parce que d'abord, vous avez les actions, vous avez les activités, vous avez les tâches. Et c'est là où on met les budgets. Ça existe, tout ça, ça existe. Pour ceux qui font déjà les budgets programmes. Ok. Il y a encore une question. On est dans le temps additionnel. Peut-être, il faudrait ajouter une petite précision, c'est que le décret, pour avoir une référence, pour pouvoir monter le budget, il faudrait avoir le décret de 2021. Et à l'intérieur, il y aura une espèce de un tableau
il pourra préciser exactement ce que vous devez faire et comment il faut le faire, le décret de 2021. Dans l'instruction conjointe, vous avez tout ça dedans. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. À chaque jour suffit sa peine. Si je m'arrête ici, vous allez dire que je ne vous ai pas parlé de bonnes choses aujourd'hui. Hein? Vous allez dire que je ne vous ai pas parlé de bonnes choses aujourd'hui. Hein, ma mère? Applaudis là d'abord fort pour moi. Ok. Oui.